Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode. Cette semaine, c'est un podcast d'urgence, comme je les aime. Non seulement c'est un podcast d'urgence, mais c'est aussi le 200e du Bulletin GP. Inattendu, je devrais dire, parce que j'avais prévu faire quelque chose de grand, mais le truc de grand, c'est qu'on va parler de la nouvelle qui a surpris tout l'univers de la Formule 1, et c'est-à-dire le fait qu'Adrian Newey devienne directeur d'équipe chez Aston Martin en 2026. Alors, pour parler de tout ça, j'ai Ana Maria Mercado-Lopez, Marc-André Fortin et Antonio Giovinazzi, a.k.a. Julien Légaré-Turcotte, un des modérateurs et cofondateurs du groupe Facebook La Monoplace. Bonjour, comment allez-vous? Je dis buongiorno si je veux moindrement italien comme Antonio. Comment va? Ça va bien, ça va bien. Ciao! Et évidemment, ça va très bien, mais j'ai pas vraiment envie de parler à Marc-André. Non, je sais, les Néerlandais sont trop bons, c'est pour ça. Ouais, je sais. Bref, on va pas parler de néerlandais, on va parler de britannique. Étonnamment. C'est pas des Britanniques qui se sont fait battre aujourd'hui par des Néerlandais? Andy Cowell et Adrian Newey vont se partager les responsabilités chez Aston Martin. Parce que dans un communiqué de presse qui est sorti environ sur l'heure du midi, Aston Martin a annoncé que Cowell allait devenir directeur de la stratégie. Donc, il va être chargé d'assurer un bon partenariat technique avec Honda, le motoriste d'Aston Martin pour la saison prochaine, Aramco et Valvoline. Mais ce qui retient surtout notre attention, c'est que Adrian Newey devient donc directeur d'équipe dès l'année prochaine en succédant à Cowell à ce poste. Donc, faites la liste. Il y a Otmar Szafnauer, Mike Krack, Andy Cowell et maintenant, à partir de 2026, Adrian Newey, qui est d'ailleurs arrivé cette année avec l'équipe officiellement en titre de partenaire technique et gestionnaire. Donc, non seulement il va chapeauter l'équipe, mais il va aussi garder son rôle de gestionnaire de l'équipe technique. Donc, c'est la première fois qu'il va occuper le rôle des directeurs d'équipe. Là, la première question que je vais vous poser, puis je vais commencer par Julien. Quelle a été la réaction face à l'annonce de cette nouvelle? Écoute, tellement de réactions mitigées, bien évidemment une grande surprise. Ma première réaction aurait été: mais pourquoi est-ce qu'Adrian Newey a accepté ce poste-là? Au sens que j'ai jamais eu l'impression que c'est ce qui passionnait Adrian Newey d'être directeur général d'une équipe de Formule 1. Je pense qu'Adrian Newey aurait pu l'être depuis longtemps, puis volontairement, c'est jamais quelque chose qu'il a souhaité accéder. On parle probablement du plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1, dans le cas d'Adrian Newey, puis je suis pas gêné de le dire. D'accéder à un poste de gestionnaire, je me suis dit, bon, est-ce que c'est parce que Aston Martin vraiment n'avait plus aucun autre candidat et puis ils ont décidé de choisir Adrian Newey? Ça m'étonnerait beaucoup. Donc ça, premier élément, beaucoup de surprises en raison de ça. Deuxième élément, je me suis dit, mais à quel point est-ce qu'Aston Martin est confiant vis-à-vis sa monoplace à partir de 2026 pour mettre Adrian Newey comme directeur général de l'équipe, alors que, évidemment, s'il y a besoin s'il doit occuper des fonctions de directeur général, je comprends qu'il va les partager avec Andy Cowell, mais je peux pas croire qu'il y aura autant de temps à mettre sur la conception de la monoplace d'Aston Martin en ce sens.
Donc, ça, c'est mon deuxième aspect, je dirais. Puis le troisième, ben, c'est que c'est venu potentiellement confirmer, surtout avec le fait qu'Andy Cowell demeure chez Aston Martin, que finalement, toutes les rumeurs à l'égard de Christian Horner, comme quoi il pourrait occuper un poste clé au sein d'Aston Martin, finalement, ça aurait été un pétard mouillé. J'aime le cas de Christian Horner, ou plutôt je dirais Horndog, mais bref, c'est autre chose. On reparlera de lui parce que je pense que malgré tout, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Anna, qu'est-ce que tu as pensé? Quelles ont été ta première réaction face à l'annonce de cette nouvelle concernant Adrian Newey? Ouais, ¿qué te digo? Ma première réaction, c'était de oh, wow, c'était une surprise, je ne m'attendais même pas, mais en même temps, j'ai dit peut-être j'ai voulu tout de suite finir avec les rumeurs de que Horner y allait à Aston Martin. Et comme ça, j'imagine qu'ils l'ont pris parce que ça donne une figure comme de plus sérieuse, comme de plus imposante dans l'équipe. Souvent, l'équipe est critiquée parce que Lawrence Stroll ne savait pas quoi faire avec. Juste mettre l'argent, donc lui, et mettant Newey comme team principal, on ne va pas dire qu'ils ne savent pas où il s'en va. Et en plus, on sait que lui, il va s'occuper plus de la voiture, mais lui, quand il est dans les paddocks, il fait plus de respect. Donc, je pense qu'il cherchait une figure imposante pour l'équipe et ils se sont dit, on est déjà Adrian Newey, il fera la job. Parce qu'en même temps, ils ont mis personne dehors. Ouais. Marc-André? Ouais, je pense que le mot surprise est quand même le bon parce que c'est une réorganisation que personne ne s'attendait, même à l'ère des médias sociaux et des forces des journalistes d'information à obtenir des infos en avance. Personne ne l'avait vu venir. Ça prouve que c'était une décision qui a été prise soit dans un temps très restreint récemment, ou bien que ça a été une information qui a vraiment été conservée et que l'intérêt d'Aston Martin était de ne pas la partager. Mon exemple, souvent, c'est la transaction au basket de Luka Doncic. Les Mavericks n'avaient aucun intérêt à le partager, un peu comme aujourd'hui. Pourquoi Adrian Newey devient le directeur de l'équipe? Ça sort un petit peu de nulle part, comme Julien l'a dit, j'ai jamais l'impression que c'est ça qu'il voulait faire. Même autrement, il avait affirmé à son départ de Red Bull qu'il voulait prendre un petit, désolé du terme anglais, mais un petit step back, qu'il voulait ralentir un peu ses activités. Puis à peine 6 mois plus tard, peut-être un petit peu plus de 6 mois plus tard, il devient directeur d'une écurie. Fait il y a clairement quelque chose. Est-ce que c'est un genre de bouche-trou à l'interne parce qu'effectivement, il y avait peut-être personne qui voulait le poste actuellement? Est-ce qu'il y avait des candidats en liste qui voulaient attendre de voir qu'est-ce qu'Aston Martin allait faire en 2026 avant de s'engager? Ou est-ce que un Lawrence Stroll prend trop de place dans une écurie où de bons candidats ne voudraient peut-être pas avoir à gérer? Donc, le poste devient peut-être moins intéressant dans ce cas-là, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est vrai que directeur technique, directeur d'écurie égale moins de temps pour la voiture. J'ai hâte de voir comment tout ça va fonctionner chez Aston Martin. Et vous savez qu'est-ce qui est intéressant? C'est que moi, en lisant sur l'heure du midi, parce que c'est carrément sur l'heure du midi, heure du Québec, qu'on a appris la nouvelle, en fait, c'est que, par exemple, des articles comme la BBC, surtout Andrew Benson, qui a sorti la première rumeur au moment où McLaren allait être disqualifié du Grand Prix de Vegas, comme quoi le poste de Cowell était comme PDG de Aston Martin était maintenant en lice. Parce que
là, apparemment, selon plusieurs sources, il y aurait eu beaucoup de désaccords entre Cowell et Newey. Donc, en lisant même le communiqué, ce qui est dit, entre guillemets, par Lawrence Stroll dans le communiqué, le changement de leadership est une décision mutuelle que nous avons procédé pour l'intérêt de l'équipe. Donc, là, il y a The Race, il y a Andrew Benson de la BBC qui ont rapporté comme quoi, c'était pas très, très joyeux entre les deux. Donc, en gros, j'ai comme l'impression que la poire a été coupée. D'autant plus aussi qu'Adrian Newey est arrivé chez Aston Martin, pas par la petite, mais par la grande porte, évidemment, avec son statut. Il est partenaire technique. Il y a aussi il est quand même très bien payé et il a des parts dans l'équipe. Donc, en gros, Adrian Newey, il est un peu le boss de Cowell, on pourrait dire, si on pourrait le dire ainsi. Mais il y a eu beaucoup de friction entre les deux sur justement la gestion de comment Aston Martin doit être dirigé. Donc, c'est peut-être là le consensus. Et même et même ce que je disais dans le chat privé ce midi, au moins, Cowell va travailler dans son champ de compétences qui est dans la motorisation où il a très bien fait chez Mercedes avant de venir chez Aston Martin. Et pour Newey, non seulement il va pouvoir gérer l'aspect technique de la voiture, mais il aura une plus grande créativité et un apport qui lui est propre. Anna voulait répliquer à ce que j'ai dit. Oui, en fait, j'allais dans le sens que qu'est-ce que tout ça c'est des suppositions, on ne sait pas si c'est vrai que ça c'est des rumeurs aussi, mais qu'est-ce que tu as dit? Andy, il va aller au groupe monopropulsor et on sait que Aston Martin también avait une nouvelle motorisation. Donc, je pense que c'est bien parce que c'est son champ et c'est tout nouveau pour l'équipe aussi. Il travaillait avec Mercedes l'année prochaine, il travaille avec Honda, que c'est pas pareil. Donc, oui, tu sais, lui, c'est la conception de la voiture. Donc, tout le monde, il travaille. C'est ce qui faisait que lui, ça marchait en Red Bull. C'est que tout le monde, il travaille pour lui. Lui, il dessine, il cherche les concepts. Après, il fait travailler tout le monde. Et ça va dans cette direction aussi, qu'est-ce qu'il a dit dans les communiqués à Danny Wee, qu'il connaît à peu près tout le monde, il sait comment il travaille, où il s'en va avec ça. Et l'année prochaine, c'est une nouvelle réglementation. Donc, je pense que, en fait, lui, si lui, il n'aimerait pas ce poste, il ne serait pas là. Parce que même quand il n'était pas à Aston Martin, avec toute les offres de Ferrari, il n'a jamais bougé dans sa direction. Donc, je me dis que si lui est là, s'il prend les postes, c'est parce qu'il est bien. Il se sent bien là-dedans et il veut le faire aussi. Et puis, je voudrais ajouter aussi, puis avoir l'opinion de Julien et de Marc-André. Moi, j'ai l'impression aussi, les premiers moves de Newey en tant que gestionnaire, entre guillemets, chez Aston Martin, premièrement, ça a été des entrevues qu'il a données lors du Grand Prix de Monaco, où il a dit que le simulateur que Aston Martin a instauré et tout ça, avec les grosses améliorations, est quand même en retard et que ça prendrait 2 ans pour être au niveau de ce qu'on retrouve en Formule 1. Et aussi, il y a eu un peu plus tôt en novembre ce changement
le remaniement de personnel au cours chez Aston Martin, et ce qui a fait en sorte que, par exemple, du monde comme Éric Blandin, qui venait de Mercedes, est parti. Donc, est-ce que on est en train, en ce moment, de voir une équipe façonnée à la manière d'Adrian Newey sans qu'on le sache qu'elle allait devenir directeur d'équipe? Je vais commencer avec Julien. Honnêtement, c'est tellement hypothétique parce que, je veux dire, les premiers résultats de la part des Newey, à mon avis, auraient commencé à se voir à partir de 2026, à partir du moment que les changements plus majeurs sur les monoplaces de la Formule 1 allaient entrer en vigueur. Là, on l'a pas encore vu, on entre dans une période charnière pour la Formule 1, en ce sens que ce qu'on constate, par exemple, chez McLaren, c'est que c'est peut-être la seule année où ils sont véritablement, puis vous allez me dire 2024, en mesure de remporter un championnat du monde. Donc, on parle potentiellement d'un championnat du monde qui serait circonstanciel pour McLaren, alors que l'énergie des autres écuries est mise sur 2026. Et pourquoi je fais ce parallèle-là? C'est que, à mon avis, Aston Martin mise tout sur 2026, 2026, 2027, ou du moins sur les changements qui seront apportés à partir de ce moment-là. Donc, là, présentement, bon, je comprends les commentaires des Newey par rapport au simulateur, par rapport aux autres problématiques techniques entourant les voitures, mais il y en demeure pas moins que Adrian Newey est demeuré très, très peu loquace de façon générale par rapport au progrès de la voiture. Également, on les a pas vus en 2025, ce que je peux comprendre. Mais maintenant, à savoir si le tout s'inscrit dans un plan de plus grande envergure et que son rôle de directeur j'essaie de traduire team principal, j'arrête pas de dire directeur général, là, mais vous me corrigerez, à savoir si tout ça s'inscrit là-dedans. Honnêtement, je ne sais pas, c'est trop hypothétique à mon avis. Merci, Julien. Marc-André? Ouais, ça se peut que, tu sais, je pense que quand un homme comme Adrian Newey arrive dans une équipe, je pense que au moment même où il arrive, il y a des changements qui peuvent se faire dans ce qu'il souhaite que ça arrive. Donc, nécessairement, je pense qu'il y a eu des décisions probablement à l'interne qui avaient rapport avec son arrivée. Est-ce que ça avait rapport avec le fait qu'il potentiellement pouvait devenir directeur de l'écurie ou team principal? C'est assez dur à dire. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans ça, puis peut-être qu'ils vont me faire mentir dans un an, mais je sais pas ce qui montre à Aston Martin ou à Adrian Newey qu'il va être en mesure de prendre des décisions stratégiques durant un week-end. C'est probablement le plus grand ingénieur de la F1, mais est-ce qu'il va être capable de rassembler son équipe autant au circuit qu'à l'usine comme un bon directeur d'écurie peut le faire? J'ai hâte de voir ça. Il va avoir des preuves à faire rapidement. Puis, on va voir, est-ce que c'est un poste temporaire? Ça a été présenté comme un poste permanent, mais peut-être qu'à l'interne, on s'attend à ce que ça dure un certain temps puis qu'il reprenne ses fonctions aussi. Ça, c'est très hypothétique de ma part également, là, mais j'ai de la misère à voir où on a vu qu'il allait vraiment être hyper performant. Ça se peut qu'il me fasse mentir. Après tout, c'est un homme extrêmement intelligent dans son métier, donc j'ai hâte de voir. Et c'est très intéressant que tu ajoutes aussi le terme permanent ou pas, parce que c'était justement un de mes points que je voulais amener. Est-ce que Adrian Newey est nommé comme directeur d'équipe à court ou à long terme? Parce que moi, je vois... évidemment, ça nous a tous pris par surprise parce que c'est la première fois qu'on le voit à ce poste. Mais le rôle de directeur d'équipe, ça implique aussi l'aspect politique de la Formule 1. Mm-hmm. Et moi, je ne vois pas Adrian Newey comme étant quelqu'un qui aime
mettre la main dans l'aspect politique. Julien, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, par rapport à ton intervention, deux, je suis tellement d'accord parce que Adrian Newey, en tant que team principal, la crainte que j'ai, puis je vais faire très attention à ce que je dis pour que ce soit pas, ça me revienne pas au visage un jour, mais c'est que j'ai peur que ça devienne un peu un Mattia Binotto ou un Adrian Stella. Mattia Binotto est probablement l'un des plus grands ingénieurs en motorisation de l'histoire récente de la Formule 1, si c'est pas l'histoire complète de la Formule 1. Il aurait été un ingénieur exceptionnel pour toute la motorisation Ferrari, notamment à l'heure Schumacher. Puis prenons Adrian Stella, idem chez McLaren, qui aura pris une écurie qui est déficiente, puis qui a reçu la ramener d'une certaine façon vers une compétitivité. Donc, j'ai peur qu'Adrian Newey, dans son rôle, soit potentiellement un peu trop cérébral, voire qui s'enfarge dans ses compétences, mais que sur l'aspect, puis ça m'énerve de dire ça sur la F1, mais sur l'aspect politique, sur l'aspect leadership, que ça puisse devenir une distraction. Donc moi là-dessus, j'ai des réserves, et c'est les raisons pour lesquelles je pense que le passage d'Adrian Newey comme team principal chez Aston Martin sera d'au plus 2 à 3 ans. Puis, si je pouvais ajouter, il faut pas oublier que, bon, il y a la politique derrière la Formule 1, mais je blague un peu en disant ça, mais Newey va devoir faire face à Netflix, là, je veux dire. j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Je veux dire, c'est pas l'homme le plus vocal, le plus spectaculaire non plus, donc j'ai hâte de voir comment ça va se rendre télévisuellement. Mais je pense que c'est un poste temporaire. Je veux dire, est-ce que justement on voulait sortir Cowell de cette position de team principal? On s'est rendu compte qu'il fallait faire un move, mais qu'on n'avait pas le temps de trouver une bonne personne, puis que c'est peut-être mal vu de nommer quelqu'un intérimaire, justement, quand on parle de politique. On peut parler que l'écurie soit bien vue par tous. C'est peut-être moins bon si tu nommes quelqu'un intérimaire. Est-ce que c'est déjà, en fait, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé en Formule 1. Là, donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Parce que en même temps, on parle de Newey comme poste temporaire, mais l'embauche de j'allais dire Simon Cowell, je savais que j'allais faire le lapsus, d'Andy Cowell, il est aussi temporaire en quelque sorte parce qu'il est là depuis déjà 1 an, 14 mois à peu près. Donc, je pense que on a mis Cowell là de manière temporaire et ensuite on allait peut-être le remettre un peu comme ce que Mike Crack a eu parce qu'il est encore chez Aston Martin mais dans un autre rôle mais plus comme directeur d'équipe. Alors c'est ça. Puis aussi parce que moi la réserve que j'ai avec le rôle d'Adrian Newey, c'est qu'il ne soit pas un directeur d'équipe traditionnel. Pour moi, je sais pas si il va avoir un bras droit. Je pense, par exemple, à Enrico Cardile, qui est chez Aston Martin. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être un bras droit d'Adrian Newey pour l'aider avec des tâches un peu plus politiques, Anna Maria? Mais je pense pas. Je pense qu'on était en train de trop sous-estimer le potentiel de Newey. Oui, on sait qu'il fait de bonnes voitures, mais contrairement à ce que disait Marc-André, oui, il est très bavard dans les paddocks. Adrian Newey, pour expérience qui était là, c'est quelqu'un qui se promène, qui parle avec tout le monde, que tu lui parler avec Ferrari, avec toutes les équipes. C'est pas quelqu'un qui fait trop de bruit, qui fait pas trop la télé, mais il y a comme esta phase d'avoir, on le voyait
une bonne relation à peu près avec tout le monde, contrairement avec des teams principales qui vont comme se chicaner entre guillemets avec les autres, qui vont lancer des commentaires pour tenter de créer des conflits ou créer plus de spéculation. Mais je pense que oui, sûrement il va y avoir quelqu'un à son côté, c'est quand même l'équipe principale, mais je ne pense pas qu'il serait temporal peut-être jusqu'à 2026, mais je ne pense pas que c'est juste pour 3 mois ou jusqu'à la fin de l'année, parce que déjà lui, il parle de 2026, mais s'il parle de 2026, c'est parce que c'est là que ça va. Et des bras droits, mais oui, peut-être il va y avoir un bras droit, mais je pense qu'on était en train de un peu surestimer la capacité qu'il pourrait avoir pour les postes. Ben, en fait, parce que ça revient à ce que Julien dit, Nué peut être bon dans son rôle de directeur d'équipe, comme ça peut être comme ce qu'on a vu avec Mattia Binotto chez Ferrari. Gérer l'aspect technique puis être directeur d'équipe, c'est pas quelque chose qui est facile, puis parfois on peut se péter la gueule. Ça a été le cas avec Mattia Binotto. Donc là-dessus, c'est là où je rejoins très bien Julien là-dessus. Mais je me dis que ben justement, en parlant de Binotto, chez Sauber, avec Jonathan Whitley et Binotto, bon, à court terme, chez Sauber, ça fonctionne. On sait pas ce que ça va donner avec Audi dès l'année prochaine, mais t'as Whitley qui s'occupe de tout l'aspect cérébral chez Sauber. On l'a vu chez Red Bull, quelqu'un qui connaît très bien le règlement sportif à la lettre. Et t'as Mattia Binotto qui, lui, va superviser les trucs de manière technique, mécanique. Puis, bon, ça fonctionne avec Sauber de ce que je vois jusqu'à présent. Reste à voir ce que ça va donner en 2026. Donc, ce genre de partenariat pourrait, pour moi, être quelque chose qu'Aston Martin pourrait aspirer à faire. Maintenant, je sais pas si la nomination de Nué est un arbre qui cache la forêt. Je m'explique. Cowell occupait le poste de PDG de Aston Martin F1. Maintenant que le poste n'est plus là, qui va prendre son relais? Qui va prendre la place? Parce que, d'abord, la rumeur partie par la BBC, c'était que Christian Horner allait le remplacerait. Il était un candidat sérieux. Mais il y avait aussi Andreas Seidel, qui a travaillé chez McLaren, un peu chez BMW. Puis, il y avait Martin Whitmarsh, qu'on a beaucoup connu chez McLaren, mais qu'on oublie aussi qu'il a fait son retour en Formule 1 avec Aston Martin 2021-2022 à ce poste même, mais il a refusé de retourner à ce poste chez Aston Martin. Bon, là, on sait ce qui s'est passé dans le cas de Horner, les allégations de messages à connotation sexuelle. Ouais, oui, ça s'est bel et bien passé. Il a été congédié par Red Bull durant l'été. Et là, bon, une des raisons pour laquelle New a quitté Red Bull, c'était à cause de l'affaire de Horner, le manque de leadership. Donc, New a décidé de quitter. Et là, il semblerait que je sais pas si c'est vrai, mais les deux se seraient plus rapprochés au cours des derniers mois. D'ailleurs, je crois Andrew Benson disait dans un de ses articles dans la BBC que les deux auraient été, de tous les groupes possibles, au show de Oasis. Quand vous connaissez l'histoire derrière le groupe.
Ça a l'air pas mal ironique. Pendant quelques années, Noël et Liam Gallagher, je suis même pas certain qu'ils s'appelaient pour se souhaiter joyeux Noël. Exact. Fait que... Puis même, apparemment, mardi soir, dans l'article de Andrew Benson, il aurait donné une visite privée à Horner. Fait que, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que tout ceci, ce serait pour préparer la venue de Horner comme PDG, peut-être pas pour 2026, mais dans un futur, Marc-André? Ben, je trouve que ce serait une mascarade un peu intense. Moi, quand j'ai vu les rumeurs concernant Horner, je me suis plus questionné à savoir qui avait à gagner que ces infos-là sortent. À part le clan Horner, je vois pas grand monde parce que bon, visiblement les infos étaient bonnes dans le sens que le divorce, bon, finalement c'est pas un grand divorce là, mais le divorce dans les postes actuels entre Andy Carroll et Aston Martin était véridique. Ça s'est arrivé assez rapidement. Là. Je veux dire, l'info est sortie il y a 3 jours là, sur Horner et l'info sur Carroll qui s'est amplifiée, disons-le. Est-ce que ça cache un potentiel arrivé de Horner? Moi, je voudrais qu'on retourne voir les takes, mais je pense avoir affirmé quand Horner avait perdu son emploi que moi, je le verrais chez Aston Martin. Parce qu'il me semblait logique pour une écurie comme ça d'aller chercher quelqu'un avec autant d'expérience. Maintenant, est-ce que c'est encore possible? Je pense que oui, mais à court terme, si c'est vraiment ton homme, pourquoi tu le fais pas maintenant? C'est plus là ma question, c'est si c'est vraiment la personne que tu souhaites avoir, à moins que c'est pour attendre qu'un se fasse oublier un petit peu plus, puis qu'on oublie un petit peu ce qui est arrivé ou qu'il devienne plus présentable sur la place publique, dans les circonstances, là, je veux dire, on n'a pas toutes les infos, puis je spécule pas sur ce qui est arrivé, là, bien sûr, mais quand même. Moi, je pense que si c'est ton homme, vas-y. Mais encore là, ça reviendrait à ce que j'ai dit tantôt. Ça se peut que Niwi soit là de manière temporaire. Puis si dans 1 an, on apprend qu'un arrive comme directeur d'écurie, je ne veux pas tomber des nues non plus. Là. Ouais, ben c'est ça. Moi j'étais sûr et certain que avec l'arrivée de Niwi, je pensais que c'était mort. À chaud, je pensais que c'était mort pour Horner. Mais maintenant quand j'ai préparé l'épisode et que j'ai lu les analyses, je me dis ouais, mais il reste toujours le poste de PDG. Fac. Là, ça ouvre la porte à bien des personnes, dont Christian Horner. Puis je sais que... Et j'ai envie avant de passer la parole à Anna, je suis bien content que Horner ne soit jamais chez Mercedes. Parce que déjà... avec WhatsApp comme commanditaire, ça aurait été tellement bizarre. Ça aurait été un bon représentant de marque, pourtant. Ça aurait été bizarre. Elle n'avait pas visionné, celle-là. Là-dessus, je passe la parole à Anna. Ouais. Non, mais bon, mon point est pourquoi si c'est Horner qui devait venir, mais pourquoi nommer Adrien Nigui à team principal? C'est ça mon point. En plus, oui, on parle de Aston Martin, de Horner, mais rappelez-vous, non, Horner était à New York. Lui, c'est ce que j'ai vu des rumeurs, il approche beaucoup plus de Cadillac que de Aston Martin. Oui, lui et Adrien, oui, c'est vrai, mais ils sont des amis depuis longtemps. Peut-être on ne le voit pas souvent parce qu'on le voyait toujours dans les paddocks. Et peut-être maintenant que Horner n'est pas dans les paddocks,
on le voit dans notre contexte, mais c'est ce que j'ai vu des rumeurs, que c'est possible de retourner, mais pas sur Martin. Si on prend l'hypothèse qu'un nœud devient directeur de l'écurie, par exemple, dans 1 an, parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est quand même logique de nommer Nioui à ce poste-là parce que tu prends quelqu'un à l'interne qui ne demande pas d'engager à l'externe. Je veux dire, je ne verrais pas pourquoi, si vraiment l'homme de la situation, c'est un nœud, puis que pour plusieurs raisons, on ne veut pas l'engager tout de suite. On n'ira pas chercher Andreas Sellol ou Mathias Binotto pour le mettre pendant 1 an. Ce ne serait pas logique. Alors que là, de prendre quelqu'un à l'interne que tu peux mettre en attendant, le prendre, le remettre dans son poste dans 1 an si vraiment son homme est un nœud, c'est là où cette hypothèse de l'arrivée d'un nœud dans un certain temps tient peut-être la route. Julien? Pour ma part, ce qui avait fait en sorte que j'étais d'avis que les chances de Horner d'avoir un poste clé au sein d'Aston Martin, c'était pas qu'Adrian Newey soit nommé, mais c'était plutôt qu'Andy Cowell conserve son poste. Moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est terminé pour Christian Horner. Là, je lis, relis, puis évidemment, l'enregistrement sera encore à chaud. Mais le communiqué de presse d'Aston Martin est quand même étrange, mais il dit, ça vient dire certaines choses. Au sens que Adrian Newey et Andy Cowell vont se répartir les tâches. Donc, ils disent que les tâches vont se diviser en 2. Ça, le fait que ça va se diviser en 2, j'y crois absolument pas. Ça va être une répartition, puis on verra dans quelle proportion. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, par exemple, puis là, je fais une traduction libre par rapport au poste d'Andy Cowell, c'est que ça dit que il sera essentiellement le stratège, le directeur en matière d'optimisation du volet de motorisation d'Aston Martin. Ce qui a énormément de sens avec à partir du moment que Honda va motoriser Aston Martin à partir de 2026. Donc moi, au départ, je me disais d'aucune façon est-ce qu'il reste une place pour Christian Horner. Maintenant, effectivement, Abdou, finalement, le véritable rôle de PDG d'Aston Martin demeure ouvert, même si Andy Cowell vient de quitter. Est-ce que ça va véritablement être Christian Horner? Ben, ça se peut. Je veux dire, la BBC a surfé là-dessus depuis les 72 dernières heures. J'ai tendance à leur attribuer une grande confiance en matière de Formule 1. Mais je ne pense pas que cette annonce-là se fasse, certainement pas avant la fin de la saison. Ça, c'est définitif. Il reste, au moment qu'on se parle, il reste 2 grands prix. Est-ce que ça va être à partir de 2026? Peut-être. Mais la seule chose, c'est que je pense que Aston Martin va peut-être devoir, ne serait-ce que pour le public, clarifier le rôle de chacun. Question de savoir, lorsqu'on a critiqué quelqu'un chez Aston Martin, qui sera notre bouc émissaire? Ouais, exactement, mais tu sais, moi, je pense que c'est ça, je pense que à chaud aussi, comme je disais, Honda ne sera pas directeur d'équipe maintenant. Moi, je pense qu'il voudra plus avoir surtout avec ce qu'il a fait chez Red Bull jusqu'à son congédiement, je pense que c'est le genre de personne qui aimerait avoir la main mise sur pas mal tout. Fait moi, je pense que quelqu'un comme lui, Seidel, ou quelqu'un, ou Tartampion, là, comme mon père aime le dire, quelqu'un de plus qualifié pourrait avoir ce poste de PDG si le poste existe encore. Parce que moi, je pense que on n'a pas fini d'entendre parler de Christian Horner et encore moins de ce poste. Julien?
La seule chose, c'est que, est-ce que dans une même écurie, tu vas avoir Andy Cowell, tu vas avoir Christian Horner, Adrian Newey et potentiellement Idris Idol, je veux dire, je comprends que ce sont tous des cerveaux exceptionnels pour la Formule 1. Mais imagine à quel point ça peut devenir vitriolique au sein d'une même écurie d'avoir autant de têtes fortes, de personnes d'expérience, sans pour autant que ça crée des flamèches. Je veux dire, à force d'avoir des personnes aussi compétentes et aussi nombreuses au sein d'une même écurie qui voudront tous convoiter des postes d'importance, moi, j'ai l'impression qu'à un certain point, ça va vraisemblablement devenir compliqué pour Aston Martin, à moins que le tout soit déterminé extrêmement d'avance. Et encore, je veux dire, les ambitions vont se faire valoir à un certain point. Là. On peut même rajouter Lawrence Stroll là-dedans aussi. Là, je veux dire, qui a l'air d'être un boss qui met ses mains beaucoup dans les décisions. Donc, ça s'ajoute à tout ça. Là. Anna-Maria? Oui, je voulais dire, au moins que Aston Martin va devenir une Ferrari. Il y a plein de têtes fortes, mais... non, ça c'est chiant pour Ferrari. Moi, j'aurais plus comparé Aston Martin à une Toyota verte. Désolé, Julien, je sais que non. Ferrari, pourquoi? Parce que Ferrari, il y a quelqu'un ici qui passe son temps à comparer Ferrari à Aston Martin parce qu'il dit, mais Ferrari, il cherche les meilleurs pilotes, il cherche les meilleurs ingénieurs, il cherche les meilleurs tout pour tout, mais le problème, c'est que toutes les meilleurs, ils ne fit pas ensemble parce que chacun, comme on l'a dit à Julien, chacun veut être meilleur, chacun il veut prendre le contrôle. Donc, quand toi tout ça, ça ne marche pas. Je pense que c'est là où ça peut marcher à Newey parce que il y a lui qui contrôle toute la partie dessin et conception de la voiture. Il y en a son équipe qui a déménagé, ça fait longtemps, de Red Bull à Aston Martin. Je pense qu'il a préparé le terrain à l'avance. Et de l'autre côté, Andy, il va s'occuper des groupes motopropulseurs, donc il n'y a pas de chicane là. Il n'y a pas besoin d'une autre personne qui vienne se mêler. On a déjà Lorenz qui prend pas mal la place. Prendre la place, je sais pas trop parce que je pense que Lorenz... On prend la décision au moins. Ouais, il prend les décisions, mais ça me semble être quelqu'un qui est plutôt discret, fac. Tu sais, je sais pas si ça peut vraiment se valoir, mais dans tout ça, je pense que je pense qu'on va avoir vraiment hâte à 2026. Pas parce que, évidemment, ça va être une nouvelle génération de voitures, mais surtout de voir comment le meilleur ingénieur de l'histoire de la Formule 1 va gérer le fait d'être directeur d'équipe pour la première fois. Donc ça va être un énorme défi pour lui. Ça va être un énorme défi pour Aston Martin qui a investi beaucoup d'argent pour avoir des ambitions de devenir champion du monde. Et évidemment, d'où ma comparaison avec Toyota parce que j'ai peur que c'est ce qui arrive. On va voir maintenant avec une nouvelle génération de voitures où tout le monde va être sur le même piédestal, on va dire. On va voir, mais Julien doute. On verra, mais on n'a pas, tant qu'on n'a pas vu les premiers Grands Prix, on pourra pas tellement dire, là. Mais... Par rapport à cet aspect-là, on dit la même chose en 2022. Ah, toi, tu le sais très bien, tu l'as vécu. Non, mais là, rendu là, je veux dire, les fameux changements de régulation technique quant aux monoplaces, là, qui soudainement les mettent sur le même pied d'égalité. Arrêtez
Arrêtez. n'importe quoi. Je veux dire, c'est la capacité de l'écurie de s'adapter de la meilleure façon en premier et une question de budget, nonobstant le fameux plafond salarial qui est, somme toute, relatif, là. Mais, je veux dire, Ferrari conserve le plus gros budget en Formule 1 annuellement, puis à chaque année, ben, ils obtiennent des magnifiques, en moyenne, 5 et 6e position à chaque Grand Prix, là. Ça fait du bien de se vider le cœur, hein, Julien? Non, mais ce soir, c'est vrai qu'est-ce que dit Julien. Mais parce que, regarde, une nouvelle réglementation, on va mettre tout le monde sur la réglementation, mais il y en a plus de chances que ceux qui réussissent maintenant, ils comprennent mieux. Ils vont réussir après aussi. Il y en a plus de chances que Mercedes comprend. Je pense que j'ai plus confiance sur Mercedes que sur Sauber. Même si c'est une nouvelle réglementation, c'est sûr. D'où peut-être l'apport possible d'un Adrian Newey, d'un Enrico Cardile aussi, ou bien même avec la restructuration de chez Aston Martin au début du mois. C'est à voir. Parce que on est dans l'inconnu. Donc, là-dessus, on a terminé avec notre sujet principal. Sinon, je vais aller à l'improviste parce que dans tout ça, c'est officiellement le 200e épisode hebdomadaire du podcast du Bulletin GP et j'exclus les hors-séries, c'est-à-dire Histoire de F1, le F1 After Dark, les hors-séries sur les magazines Jaguar et les après-courses. Donc ça, c'est le 200e épisode. Et Marc-André a été à part moi, évidemment, là, mais Marc-André, je vais commencer avec toi. Quel a été ton meilleur moment au Bulletin GP? Il y en a eu beaucoup, mais quand tu t'as dit 200e, j'étais comme, OK, ouais, ça fait quand même un petit bout qu'on fait ça, là, tu sais. Ça fait un petit peu plus de 3 ans que je suis sur le marché du travail. J'ai terminé le cégep en 2021. Puis on a commencé, j'étais au secondaire, fait que ça prouve ça fait un petit bout qu'on fait ça quand même. Mais un de mes bons souvenirs, je crois que, je sais pas si ça comptait comme un hors-série, mais l'entrevue qu'on avait faite avec la sœur de Jules Bianchi, c'était quand même très agréable à faire. Oui. On avait réussi à lui parler, à avoir un très bel entretien avec lui à l'époque, donc avec elle à l'époque. Donc ouais, ce serait pas mal ça, mais on peut pas mettre sous silence ces références soccer qui deviennent de plus en plus restreintes, malheureusement. Et c'est drôle. Et c'est drôle que tu en parles parce que je porte actuellement un chandail vert de Liverpool qui a perdu 4-1 contre l'équipe préférée de Max Verstappen. Fait que de tout mon cœur, Marc-André, je souhaite que Lando Norris en finisse avec le championnat dimanche, juste pour que durant l'après-course et que je vais t'obliger à venir, que tu subisses mes références soccer. Max va gagner cette semaine, ça va être correct. Yeah, right. Mais oui, mais Marc-André, écoute, du fond du cœur, pour le plus sérieusement, merci de m'endurer, mais surtout d'être là. Et puis merci surtout je te renvoie la balle, c'est toi qui as eu l'idée, tu m'as surpris avec le fait que t'as réussi à booker une entrevue avec Mélanie. Et à la base, je sais que tu voulais avoir Julien Febro. Ouais. Côté horaire, c'était plutôt compliqué. Ouais. Et on comprend, je veux dire, c'est quand même l'homme de F1 en France. En plus, avec le décalage horaire, c'était pas facile, mais c'est lui qui nous a permis de parler avec Mélanie, donc on le remercie quand même. Ça a été très agréable. Et puis, peut-être que je vais pouvoir lui parler un jour. Il nous a jamais fermé la porte non plus, c'est juste qu'on l'a pas relancé non plus. Donc, peut-être un jour, vous aurez notre entretien avec Julien Febro. On se croise les doigts. Anna, toi, tu t'es jointe au Bulletin GP en 2020, c'est-à-dire quelques jours avant que le monde vire mal. Explose. Oui. Fait que, toi, quel a été ton meilleur moment au Bulletin GP?
Meilleur moment. J'ai tellement de bons moments en bulletin GP. Ah là, c'est quoi? Non, c'était quand même cool, mais il y a des meilleurs moments, mais c'est des moments qu'on dit, ah, ben, wow, j'étais content. C'est quand j'ai réussi à faire, j'invitais à Jean-François Chabot Oui. de Radio-Canada, mais j'étais content parce que, ben, lui, il était là et juste, avoir la permission d'être avec nous et j'étais content parce qu'il est venu avec nous, il parlait comme de tout à tout, pas comme si c'était un journaliste de longue expérience parce qu'il Oui. est déjà retraité à ce moment-là, maintenant il est déjà retraité, mais il parlait avec nous de tout à tout, il y avait beaucoup de respect. Oui. C'est ça, je me rappelle que il voulait juste apprendre plus avec la Formule 1 et j'étais content parce qu'au moins avec nous, il disait qu'il apprenait des sujets même s'il connaissait déjà, donc c'était un bel moment. Ben ça, tu vois, ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que, ouais, c'est vrai que le bulletin GP reste un petit podcast. On va pas se le cacher, je vais pas faire. Mais le fait qu'on ait un journaliste de Radio-Canada au podcast, c'est aussi un excellent moment. Puis ça aussi, je t'en remercie énormément pour tout ça. Alors, vraiment, et en plus, ça a été vraiment le fun. Et ce fameux épisode, ben, c'était pour revenir sur ce Grand Prix de Bahreïn 2020, dont, ben, ça va faire bientôt 5 ans. Puis ça tombe bien parce que ça me permet de faire le point avec Julien, dont le groupe Facebook a commencé à partir de ce Grand Prix, en fait, Julien. Mais toi, je me souviens, la première fois que tu es passé au Bulletin GP, c'était à l'épisode 99. Étonnamment. Effectivement, à savoir c'est quoi mon meilleur souvenir du bulletin GP. Écoute, j'en ai beaucoup, mais pour ma part, puis ça va paraître extrêmement cheesy, têteux, et je m'excuse pour les auditeurs européens si jamais il y en a. Abdou s'efforcera de vous traduire les termes que je viens de mentionner. Maintenant, bon, en premier lieu, le bulletin GP, c'est ça qui m'a redonné accès à un micro de façon plus régulière, qui m'aura entraîné à parler, à improviser, à discuter. Puis l'amitié que j'aurais réussi à avoir avec les membres du bulletin GP, puis notamment Abdou, ça m'aurait été extrêmement cher. Puis c'est pas nécessairement lié au bulletin GP, mais l'un des meilleurs souvenirs que j'ai en ce sens, qui selon moi est la résultante du bulletin GP, c'est lorsqu'Abdou et moi avons rencontré à 2 reprises Jenson Button. Oui. Lors de soirées exceptionnelles qu'on aurait pu discuter, avoir des moments privilégiés avec un ancien champion du monde, où j'ai surpris Abdou a discuté également avec David Croft de soccer. Donc, pour toutes les références soccer que vous entendez lors du bulletin GP, ben dites-vous que Abdou est en mesure de le répéter avec Crofty genre face à face, en personne, lors d'une soirée, photo à l'appui si vous le souhaitez, écrivez-moi. Oui. Et ça fait partie des nombreux excellents souvenirs. Puis autrement, ben, ça aurait été évidemment là, de partager de nombreux souvenirs avec vous. Et autrement, ben ça je peux évidemment pas passer outre là. Le fait que j'ai gagné le quiz en 2023, évidemment, ça c'est une immense victoire. Je veux dire, c'est un souvenir qui est exceptionnel. Puis ça démontre à quel point mes connaissances en Formule 1 sont homériques et je ne fais que réaffirmer ma sagesse à l'égard des sports motorisés. Ben, c'est vrai que t'as du wheel knowledge, fait que ça je peux pas te le cacher. À moins que je parle de Émile.
Ouais, ben Émile qui interagit à peu près une fois par éclipse solaire, mais qui à chaque fois qu'il est là, je veux dire, c'est toujours infiniment pertinent. Émile étant mon frère pour lui faire de l'enregistrement. Ouais, et aussi le cofondateur du Bulletin GP. Pas du Bulletin GP, mais de la... Du groupe La Monopole sur Facebook. Ouais, exact. Ben, non, c'est ça. Et puis moi, s'il y a un épisode que j'ai apprécié, pour conclure, c'est l'épisode avec le fiasco, ou devrais-je dire le fiasco, avec tout le bordel contractuel qui a occasionné le départ de Oscar Piastri chez Alpine. Ça, c'était probablement le plus bel épisode, parce que ça, c'était... ça tombe bien, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un podcast d'urgence, mais ça, c'était le premier podcast d'urgence qu'on a fait parce que c'était une bombe. C'était une bombe. Et puis... Je pense avoir été très méchant avec Alpine dans cet épisode. Ah, écoute... On a plusieurs avoir été lors de l'épisode. Oh mon Dieu, écoute, ça, c'est pas compliqué en même temps, puis ils l'ont mérité. Ouais, c'est assez facile. C'est assez facile. Mais non seulement ça, mais je pense que le fait qu'on ait été capable d'enregistrer un épisode à la dernière minute, de le publier, et en plus, ça a été, je pense, c'est encore aujourd'hui un des épisodes les plus écoutés, parce que ça a été vraiment fait sur un dissous, d'une façon de dire dernière minute. Puis je sais il y avait quelqu'un qui m'avait écrit, je sais pas si ça vient du Québec, mais on était de mauvaise foi parce que ils pensaient qu'on avait tous tort à propos de Piastri. Là-dessus, je sais pas pour être méchant, mais je suis content d'avoir eu raison là-dessus. Oui, t'as eu extrêmement raison, effectivement. Écoute, l'épisode avait été qualifié de mauvaise foi, les interprétations étaient erronées, et finalement, je veux dire, tout ça était de la faute de Piastri qui était devenu Lucifer à l'égard de la France pour Alpine. Puis finalement, là, on va se dire en 2025... peut-être que sa saison finira en queue de poisson, mais il en demeure pas moins qu'il a l'occasion de finir 2 ou 3e dans le championnat des pilotes. Voire premier, il y a encore toujours la chance de devenir champion du monde. Et finalement, c'est certain que non, il n'y avait pas de mauvaise foi, puis au contraire, tu avais raison depuis le début à lui. Ouais. Donc là-dessus, j'ai peut-être des takes dignes d'opinion de... Ah oui, j'ai oublié. Mon deuxième moment préféré, et je salue François d'ailleurs, François Carignan, la fin de l'épisode du en fait, tout l'épisode d'après-course du bulletin GP du Grand Prix d'Italie. Je sais que c'est un peu à part, mais juste le fait d'avoir plugué une panoplie de titres de chansons de Marie-Pierre Arthur. C'est vrai. Ça aussi, c'était un magnifique moment. Donc... là-dessus, écoutez, c'est ce qui va compléter ce 200e épisode du Bulletin GP. Je veux remercier tout le monde qui nous écoute depuis le jour 1 ou bien même qui nous écoute depuis aujourd'hui même. Il est jamais trop tard pour découvrir le Bulletin GP. Je sais qu'on est petit, je sais qu'on a entre 100 à 300 voire même 400 écoutes par semaine, mais moi ça me dérange pas parce que je fais pas ça pour l'argent, je le fais pour la passion de parler de Formule 1, d'avoir une plateforme où je peux parler de Formule 1, je peux enfin avoir du monde avec qui parler de Formule 1 sans avoir honte ou sans me faire dire « Abdou, arrête de parler de F1 ». Donc, je vous remercie à toutes et à tous, sans exception, de me supporter à chaque semaine, autant à la voix qu'à l'écrit. Je suis sur Facebook, je suis sur Blue Sky, je suis parfois sur Threads et Instagram, mais je suis toujours sur Spotify, Apple Podcast, YouTube quand ça le veut.
Donc, et évidemment, il y a le groupe Facebook La Monoplace que Julien, Émile, ainsi que les modérateurs, dont je salue Mick, Charles, Carl, François et surtout Anna puis moi qui sommes dans le groupe de modérateurs. Donc, je veux vraiment vous remercier du fond du cœur pour tout ça. Et le 201e épisode, je ne sais pas si ce sera la revue de l'année. Ça va dépendre de l'actualité de la Formule 1. En espérant ne pas trop faire de podcast d'urgence comme aujourd'hui. Mais sinon, il y a un après-course sur le Grand Prix du Qatar qui verra Lando Norris être sacré champion du monde et que je vais obliger Marc-André à venir en guise de punition par procuration pour la pour la victoire du PSV Eindhoven contre Liverpool aujourd'hui. Donc, pour vrai, il y aura un épisode d'après-course dimanche. Donc, c'est ça. Julien, Marc-André, Anna-Maria, merci beaucoup d'avoir été présents. Merci, Abdou. On se voit bientôt et peut-être que Lando Norris sera victorieux et je vais arriver au podcast la tête haute, malgré tout. Mais peut-être que Max va gagner aussi. On va voir. Ouais, ça, je suis moins sûr. Merci à toi, Abdou. Je rappelle que la FIA a le pouvoir de disqualifier l'ensemble des écuries au championnat du monde sur Ferrari. Donc, en théorie, Ferrari a toujours une chance de remporter le championnat du monde et des pilotes et des constructeurs. Donc, je me fonde là-dessus pour 2025. Julien, je veux juste rappeler que Liverpool est le Ferrari 2005. C'est épouvantable. Anna-Maria, merci d'avoir été là. Non, un grand merci à toi, Arthur, et merci pour m'inviter à podcast. La première fois que tu m'as invité, j'étais tellement contente. Finalement, il y a quelqu'un qui s'intéressait à moi parce que je fais des podcasts depuis longtemps en espagnol, mais j'ai dit, OK, on va pratiquer mon français aussi. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Puis aussi, je n'oublie pas Brian Ouimet qui m'a aidé surtout dans la conception du bulletin GP et dans le podcast qui était là dans les premiers épisodes. Malheureusement, avec son travail, il n'est pas toujours disponible, mais il est là en soutien. Et évidemment, Jean-Sébastien Barbeau qui vient. D'ailleurs, on le salue. Et on lui souhaite d'écouter son Grand Prix préféré en fin de semaine. Donc là-dessus, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve dimanche pour la pré-course du Grand Prix du Qatar. Et on se retrouve pour le 201e épisode du bulletin GP et au-delà, parce que je vous confirme qu'il y aura une saison. Il y aura une autre saison de podcast en 2026. Allez! Salut tout le monde! On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Faites attention à vous. Le bulletin F1.